Patrick White, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. Au cours de votre carrière, vous avez travaillé pour de nombreux médias, CTV News, l'agence Reuters, la presse canadienne aussi, pour ne nommer que ceux-là. Vous enseignez désormais à l'École des médias de l'UQAM. Vous êtes la personne toute désignée pour aborder avec nous aujourd'hui la question de la crise des médias. Quand on parle de crise des médias, on entend souvent ce terme-là. Est-ce qu'il y a vraiment une crise qu'on en parle pendant 20 ans, 30 ans, ou c'est pas un état permanent, Patrick White? Bien, la crise des médias est permanente. Quand j'ai commencé en 1990 à CTV, on était en pleine récession. Ça a été une récession épouvantable de 90 à 92. Et déjà à l'époque, on avait eu la fusion de Radio Mutuelle et de Télémédia, les deux plus grands réseaux de radio au Québec dont on oublie quasiment qu'ils ont existé à l'époque et qu'ils avaient chacun presque 1 million d'auditeurs. On est quand même au début des années 90. Et 30 ans plus tard, c'est une crise du modèle d'affaires des médias. Donc, les revenus publicitaires ont été siphonnés à peu près à 80 %. Les revenus publicitaires numériques canadiens en ce moment sont entre les mains de Meta et de Google. Donc, ça a été évidemment une grande chute des revenus publicitaires pour les grands médias canadiens. J'inclus les journaux là-dedans, la radio et la télévision. Et évidemment, on parle quand même de l'arrivée de l'Internet vers 1995 que les médias ont mal géré. On a également mal anticipé l'arrivée des réseaux sociaux vers 2005-2006. Et là, on est peut-être en train de manquer le bateau de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait quand même 3 grandes révolutions depuis le milieu des années 90. L'arrivée de l'Internet, qu'on a pris à la légère au début. L'arrivée des réseaux sociaux, ça a pris 5 à 7 ans avant de se réveiller au Québec. Et après ça, l'arrivée de l'intelligence artificielle avec ChatGPT en novembre 2022, qu'on essaie évidemment d'intégrer dans les salles de rédaction en ce moment. Donc, tout ça, mis ensemble, ça fait une tempête parfaite. Donc, on est toujours en crise depuis quelques décennies, mais jamais pour la même raison. C'est ce que je déduis, là. Ben, les journaux papier en particulier, il reste quelques années à peine là, pour les journaux qui ont encore une édition papier. Là-dedans, j'inclus le Journal de Québec, Le Devoir, la Montreal Gazette, et on a pas mal fait le tour. Là. Ah ouais, Simon? Vous parlez beaucoup d'une crise des médias du point de vue du média, mais je trouve que moi, d'un point de vue du consommateur, je vois un autre genre de crise, c'est-à-dire d'abord une crise de confiance dans les médias qui a augmenté depuis la pandémie, puis une crise, je dirais un point de bascule où je commence à considérer les médias comme presque des ennemis parfois, comme ils envahissent trop ma vie, il y a trop d'informations. Je prends la décision de plus en plus de me bloquer de certains usages de médias. D'une surstimulation. Oui, c'est ça. C'est comme si le média que je voyais juste comme un ami autrefois, maintenant je vois que ça dépend. Des fois, on dirait qu'il se retourne contre moi. Ben, il y a une crise de confiance qui est réelle, qui a été amplifiée par la pandémie, où il y a eu une seule nouvelle pendant 2 ans et demi, et c'est sûr que ça a dérangé beaucoup de citoyens. Puis il y a un phénomène qui s'est amplifié avec la pandémie, c'est l'évitement des nouvelles. Il y a un Canadien sur 5 qui évite les nouvelles sciemment en ce moment. Et ça, évidemment, pour la démocratie, c'est très problématique parce que si les gens vont voter sans avoir eu d'informations envers les partis politiques, que ce soit municipal, fédéral ou provincial, là, on va se rendre compte qu'il y a des impacts réels sur la vie démocratique et sur les choix que les gens vont faire pour l'avenir. Vous êtes journaliste, vous enseignez dans une école de journalisme. Vous avez devant vous des étudiants, des futurs journalistes. Comment ils réagissent, ces étudiants-là, quand ils apprennent, par exemple, que la population a une confiance assez limitée envers les journalistes? Je voyais un récent sondage de Léger là, qui plaçait en 42e position les journalistes. Comment on peut rebooster ça? Là? On veut changer les choses. On veut aussi couvrir davantage de sujets qui vont intéresser la population et les jeunes qui sont l'avenir, évidemment, de ce bassin-là de consommateurs ou de citoyens qui veulent s'informer. Parce que les gens plus âgés, ils lisent encore le Journal de Québec papier. Peut-être qu'ils vont consulter l'édition numérique du Soleil, mais ils sont beaucoup devant la télévision. Ouais. Et ce n'est pas le cas des jeunes. Hein. Pas en tout. Alors, je pense qu'il faut aller chercher les jeunes qui sont le futur de l'information où ils sont. Et ces jeunes apprentis-là, à l'UQAM et dans les autres écoles de journalisme au Québec, ont une passion pour l'information
la vulgarisation, analyser l'information, l'expliquer, peut-être en format vidéo, peut-être en format papier ou en format numérique, mais avec l'explosion des formats aujourd'hui, c'est très, très intéressant pour eux de s'amuser là-dedans et d'apprendre aussi. Je ne sais pas si je suis une vieille âme dans un corps plus ou moins jeune, mais moi, je suis encore abonné au devoir papier, justement, pour diminuer un peu mon temps d'écran. Je préfère lire les nouvelles sur du papier. Oui, moi aussi, mais on fait partie d'une génération qui, dans quelques années, n'aura plus accès aux journaux papier parce que ça coûte trop cher. Et l'enjeu, en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de camelots pour distribuer les journaux. C'est la raison pour laquelle le Journal de Québec n'est plus distribué le dimanche. Et évidemment, comme les journaux ne sont plus des machines à imprimer de l'argent, comme c'était le cas jusque dans les années 2000 avec les annonces classées, avec les publicités, les offres d'emploi, les pages pleines. Il y avait des revenus importants. Tout ça est terminé aujourd'hui. Là. Donc, le même TVA, qui a été longtemps une machine à imprimer de l'argent, c'est fini. TVA a perdu près de 50 millions de dollars en 2023. Et il y a eu plus de 800 mises à pied au groupe TVA là, depuis un an. Donc, il y a une crise des médias qui est là. Et il faut penser à comment est-ce qu'on peut affronter la crise avec diverses solutions, avec plein de contenus différents. Puis évidemment, un modèle d'affaires à revisiter. Puis un de ces modèles d'affaires-là, c'est d'avoir des médias qui sont des organismes sans but lucratif. C'est le virage qui a pris vraiment d'argent à faire dans le monde des médias, même si Le Devoir et la presse aujourd'hui font des profits. Ces profits-là sont réinvestis parce que ce sont des organismes sans but lucratif maintenant, ce qui n'aurait jamais été le cas autrefois. C'est passionnant. On parle des nouveaux formats, de la télévision qui est en déclin, des journaux papier qui sont en déclin, mais il y a quand même une certaine vitalité, on peut constater dans d'autres médias plus traditionnels que sont, par exemple, le magazine, qui est plus niché, qui a un public plus restreint, mais assez vivant quand même, magazine imprimé. Du moins pour certains, et la radio qui tire assez bien son épingle du jeu encore aujourd'hui. Alors la radio, c'est stable. Pourquoi? Parce que c'est le médium le plus chaud. Moi, c'est mon médium préféré de loin. J'ai commencé à CKRL en 1987 à Québec, puis avant ça, je faisais la radio au cégep de Sainte-Foy, puis au Mont-Saint-Sacrement. Mais effectivement, la radio a des revenus publicitaires relativement stables ou en léger déclin. Alors qu'à la télévision et dans les journaux, évidemment, depuis 20 ans, c'est un énorme déclin. Là. Donc, la radio est stable, les balados se développent beaucoup, le temps d'écoute des podcasts, comme on dit en anglais. Et donc, les médias spécialisés, les magazines spécialisés, les médias spécialisés tirent leur épingle du jeu. Mais en même temps, quand on regarde un magazine comme l'Actualité, le publipostage est payé par Patrimoine canadien. C'est une subvention directe au magazine papier. Et si cette subvention-là disparaît un jour, ben on va passer en format numérique du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas une réelle autonomie, c'est une autonomie qui est, disons, autonomie financière qui est soutenue par les deniers publics. Ce qui appuie les médias en ce moment, c'est l'aide aux médias. Il y a un programme fédéral d'aide aux médias de 600 millions sur 5 ans qui vient d'être reconduit pour un autre 5 ans. Donc, ça fait 1,2 milliard sur 10 ans. Au provincial, au Québec, c'est 250 millions sur 5 ans qui vient d'être renouvelé pour un autre 5 ans. Et les crédits d'impôt combinés du fédéral et du provincial pour les salles de nouvelles reconnues au Canada et au Québec, c'est presque les 2 tiers des salaires des journalistes qui sont couverts maintenant par les organismes journalistiquement reconnus par Revenu Canada, Revenu Québec ou les autres comités là, qui décident qui est un média d'information traditionnel avec un minimum de 2 journalistes et la couverture de la vie démocratique. Donc, ça exclut beaucoup de médias. Mais ça, en ce moment, c'est un pansement là, qui va nous permettre à passer à travers la crise dans les 5 prochaines années. C'est une mesure. C'est pas une solution. Ben c'est ça, c'est une mesure qui est temporaire, du moins, qui peut pas être viable à long terme, parce que est-ce qu'on l'a vu un peu pendant la pandémie, est-ce qu'il peut pas avoir une espèce d'entrave ou de risque, du moins, d'entrave à l'autonomie, même éditoriale des grands médias, quand une partie importante de leurs revenus viennent d'un acteur social comme l'État? Non, parce que les médias n'ont pas de compte à rendre à l'État. Okay. Et également, il va y avoir 100 millions de dollars cette année et à chaque année à partir des années subséquentes qui vient de Google.
Alors, dans le cas de Radio-Canada, c'est 7 millions de dollars. C'est énorme. Donc, le Journal de Québec, Le Soleil et la plupart des grands médias à Québec vont recevoir de l'argent de Google cette année. Comme des espèces de redevances. C'est des redevances. Oui, c'est 100 millions par année. On espère qu'avec Meta, ça va se régler d'ici la fin de l'année. Le montant demandé à Meta, c'est 62 millions à chaque année. Donc, ça découle de la loi C-18. Ouais. Et donc, moi, je ne crois pas que les médias aient des comptes à rendre au gouvernement. Et cet argent-là va nous aider à passer à travers la crise. Ce n'est pas idéal. Il y a des gens qui ont l'impression que les médias, peut-être, vont avoir une dépendance. Moi, je ne crois pas. Les médias, même Radio-Canada, n'a pas de compte à rendre au gouvernement fédéral. Là. On ne rend pas de compte à M. Trudeau. Là. Tant qu'il n'y a pas d'ingérence dans la salle de nouvelles, tant qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune ingérence. L'enjeu, c'est que M. Poilievre risque d'arriver au pouvoir d'ici 2 ans. Et lui, il a déjà indiqué qu'il voulait fermer CBC et qu'il voulait mettre fin à l'aide aux médias canadiens. Ça va faire très mal si ça se matérialise dans les 2 prochaines années. Patrick White, je rappelle que vous êtes professeur à l'École des médias de l'UQAM. On parle de la crise des médias, en tout cas du moins du portrait des médias au Québec présentement. On a parlé de financement. Du point de vue du citoyen, c'est quoi la responsabilité qu'on a pour peut-être dans cette crise-là? Est-ce que c'est seulement la faute des annonceurs qui vont du côté des GAFA de ce monde? C'est quoi le rôle du consommateur de médias, du citoyen? Bien, premièrement, à chaque fois qu'un citoyen achète de la publicité dans les réseaux sociaux, $1 qui est donné à Facebook, c'est $1 de trop parce que c'est ça qui peut contribuer à la fermeture d'un média local ou hyperlocal, ici ou ailleurs au pays. Donc, il faut y penser 2 fois avant de dépenser de l'argent pour faire de la publicité dans les réseaux sociaux. Ceci dit, si on peut faire un don à son média local, s'abonner au Soleil pour 10 $ par mois, s'abonner au Journal de Québec ou à un autre quotidien, Le Nouvelliste ou Le Devoir pour 10, 12 $ par mois, c'est une bonne chose parce qu'on contribue à sauver ces médias-là qui, évidemment, frappent un mur en ce moment. Donc, le geste citoyen, c'est que si on peut de faire des dons, ça peut être du sociofinancement, ça peut être 90 sous par mois, $1 par mois, faire un don, ou sinon s'abonner à un média local. On parle d'environ 10, 12 $ par mois. Je pense que c'est déjà un geste dans la bonne direction, mais malheureusement, 85% des Québécois ne veulent pas payer pour l'information parce qu'ils paient déjà via leurs impôts. Ils paient déjà pour Radio-Canada, ils paient déjà avec leurs impôts le programme d'aide aux médias québécois, le programme d'aide aux médias canadiens, l'initiative de journalisme local qui finance au fédéral des postes de journalistes dans les régions qu'on appelle des déserts de l'information. Là, j'inclus même des régions comme Portneuf, là-dedans, Charlevoix et la Rive-Sud de Québec. Ce sont des déserts en information. Et le fédéral met de l'argent là-dedans. Il y a Patrimoine canadien qui aide aussi. Il y a des programmes du ministère de la Culture, Communication Québec pour aider les médias. Donc, on a quand même un écosystème pour aider. Ouais. Mais le citoyen, à quelque part, il faut qu'il comprenne que les médias sociaux, ce ne sont pas des médias. Facebook n'aura jamais de journaliste à Québec ou à Rimouski. Et pendant ce temps-là, on a des médias locaux qui, eux, paient des journalistes 100 000 $ par année ou 90 000 $ par année pour couvrir l'actualité locale. Donc, c'est important de continuer à s'abonner aux infolettes des médias et de tenter d'écouter leur contenu sur leur plateforme directement et pas nécessairement à travers les réseaux sociaux. C'est comme pour la biodiversité là, dans la nature. Là, quand il y a une espèce qui s'éteint, c'est tout l'écosystème qui se trouve débalancé. Quand il y a un journal qui ferme, le citoyen se retrouve avec une information plus restreinte, plus limitée, donc moins un point de vue un peu plus étroit sur le monde qui l'entoure. Puis les espèces envahissantes aussi, c'est un problème. Ah oui, c'est vrai. Non, absolument. Alors, dans le cas de la ville de Québec et de Montréal, c'est moins un problème parce qu'à Québec, on a deux quotidiens et 3 chaînes de télévision généralistes, Nouveau Info, Radio-Canada et TVA. Montréal, c'est pareil, il reste encore 4 ou 5 quotidiens. Mais dès qu'on sort de ces centres-là... Mais là, c'est ça, aussitôt qu'on sort. Par exemple, les coops de l'information. Les coops de l'information, c'est plus que la moitié de tous les quotidiens au Québec. Si ces 6 quotidiens-là ferment d'un coup, dans les prochaines années, on a un grave problème de représentation régionale, puis on a un grave problème démocratique, parce que là, on va uniquement avoir Radio-Canada, TVA et Nouveau Info qui vont couvrir les nouvelles locales avec les hebdos locaux qui restent pour ceux qui vont survivre à la crise des médias, parce que les hebdos, anciennement,
faisait partie soit de Québécois ou de Transcontinental Média. C'est vrai. TC Média et Québécois ont délaissé leurs dizaines d'hebdos partout au Québec. Et là, maintenant, ce sont des groupes locaux ou des familles qui tiennent ces médias-là à bout de bras. Donc, on va devoir penser à réinvestir dans les médias communautaires, la radio communautaire, les télés communautaires et soutenir davantage les médias d'information locaux, surtout les hebdomadaires en particulier. Patrick, ou les magazines spécialisés. Ah, tout à fait. Patrick Watt, vous avez abordé un peu plus tôt la question de l'intelligence artificielle. Évidemment, on comprend bien que pour des salles de nouvelles, il y a des gains de productivité importants qui peuvent être faits de ce côté-là. C'est déjà le cas, par exemple, pour la section des sports. Pour certains grands médias, on a investi de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi du côté du consommateur, encore une fois, d'entamer encore plus la confiance envers le média si on a, disons, ça se fait de manière plus ou moins claire ou transparente, ce virage-là vers l'intelligence artificielle? Il faut que ce soit transparent et ça l'est déjà. Quand un article est écrit par un programme d'intelligence artificielle, c'est toujours écrit au début ou à la fin du texte dans les médias québécois. J'aime mieux quand c'est écrit au début qu'à la fin. Ouais. En ce moment, c'est indiqué. On pense que l'intelligence artificielle ne peut pas faire plus que 15% du travail d'un journaliste en ce moment. Les tâches que l'IA peut faire, ce sont des tâches extrêmement plates et répétitives, comme les scores de sport, les résultats sportifs, la bourse, les résultats trimestriels à tous les 3 mois, la bourse, la météo, et évidemment les transcriptions d'entrevues. La transcription de l'entrevue d'aujourd'hui, 57 minutes, l'IA peut le faire en 10 minutes. À la main, c'est peut-être 3, 4, 5 heures. Facilement. Donc, il y a des gains de productivité. Et ça, l'idée, c'est de mettre l'accent sur la valeur ajoutée des contenus produits par tous les journalistes. Donc, plus d'entrevues, plus de terrain, plus d'analyse, moins d'opinion, si c'est possible, ce que je souhaiterais au Québec. Et ce que les gens veulent, c'est se faire expliquer, décortiquer l'information, parce qu'il y a une surabondance d'informations et trop d'informations nuit à l'information. Quoique l'opinion, justement, c'est proprement humain et l'IA n'excelle pas dans l'opinion. Non, l'IA fait des tâches très répétitives et très bêtes. Réécrire un communiqué qui est sur CNW Telbec Cision en 5 paragraphes, c'est correct, mais ça prend quand même un être humain qui repasse par-dessus ce texte-là après. C'est pareil pour les traductions. Les traductions avec les outils, c'est totalement imparfait. Donc, on a encore besoin de journalistes. On n'a jamais eu autant besoin de journalistes pour nous expliquer le monde parce qu'il y a une perte de sens en ce moment. Il y a trop d'informations et les gens se retrouvent évidemment perdus là-dedans dans un contexte où ils sont bombardés d'alertes, de notifications, d'infolettes et tout le reste. Mais la nature humaine est quand même paresseuse puis elle cherche à faire des profits. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que, dans l'idéal, le journaliste ferait plus de terrain et d'entrevues, comme vous dites, mais que dans la réalité, ce qui se passe, c'est plutôt qu'on fait à croire qu'on a travaillé alors qu'on n'a pas vraiment travaillé? Il y a certains grands médias qui ont déjà utilisé le prétexte de l'IA pour licencier des journalistes. C'est ça. C'est le cas du portail MSN Québec qui a licencié tous ses éditeurs il y a déjà 3-4 ans. Ça a été pareil au Royaume-Uni. Il y a eu des très, très grosses erreurs dans les 2 cas dans les 4 dernières années. Il y a un groupe en Europe qui s'appelle Axel Springer qui a licencié des gens en utilisant le prétexte de l'IA. Mais la plupart des grands médias, au contraire, le voient comme moi, comme un assistant pour aider les journalistes à laisser tomber les tâches répétitives et focaliser sur le contenu à valeur ajoutée. Dans ce contexte-là, on devrait limiter les pertes d'emploi, selon moi, en journalisme. Il nous reste 2 petites minutes, Patrick Watt. J'aimerais aborder avec vous la question des genres journalistiques. Hein. Oui. On le voit avec ce que vous venez de dire sur la valeur ajoutée. Vous avez parlé du témoignage, de l'entrevue, du travail de fond. L'enquête journalistique. De l'enquête journalistique. Oui. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment le futur du journalisme? Le récit aussi, hein, il y en a beaucoup qui se dirigent vers ça. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je regarde sur radiocanada.ca. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment? C'est les longs formats d'Émilie Dubreuil. Ouais. Mes étudiantes à l'UQAM adorent les vidéos de RAD qui sont très longs et très explicatifs. Là, on parle quand même de faire un pas de recul pour comprendre l'actualité. Et je pense que les gens sont débordés aujourd'hui. Il y a trop d'informations. Ils veulent quand même un journaliste qui va leur faire un résumé des grandes actualités du jour, expliquer des sujets complexes. Hein? Gaza, la guerre en Ukraine, c'est pas des sujets simples à expliquer. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a besoin des médias.
des grandes agences de presse, par exemple, pour être partout dans le monde, dans 200 pays, puis nous éclairer pour prendre des décisions par la suite sur la question des changements climatiques ou plein d'autres sujets personnels. Clairement. Est-ce qu'un média pourrait survivre sans faire d'opinion aujourd'hui? Probablement oui, mais l'opinion, le vent dans les voiles en ce moment, et l'opinion nuit quand même beaucoup à l'information. Donc, ça prendrait moins d'opinion et un peu plus d'analyse et d'explication dans nos médias. Et je crache pas dans la soupe du tout, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de citoyens qui trouvent qu'il y a trop de... C'est une opinion, ça? C'est mon opinion. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a trop d'opinion dans les médias au Québec, mais les codes d'écoute sont bonnes et à la radio, on voit que ça fonctionne bien. Ben oui, clairement. La radio est encore très, très forte au Québec, là. Patrick White, vous êtes professeur à l'École des médias à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez travaillé pour plusieurs grands médias ici au Québec et ailleurs. Merci infiniment pour cet éclairage et on poursuit la discussion. Merci. Merci.